Vous aurez constaté que les systèmes judiciaires français et américains sont radicalement différents. La justice américaine est accusatoire. La victime devient un simple témoin, tandis que l'État assure sa défense. Le procureur a pour mission de rassembler les preuves à charge, démontrant la culpabilité de l'accusé. Ce dernier s'emploie lui-même à construire sa défense en cherchant des preuves à décharge. En France, au contraire, le système est inquisitoire. C'est l'enquête qui est au centre de la procédure et non l'accusation. Le juge d'instruction, après avoir mis en examen le prévenu, use des moyens dont il dispose pour mener une enquête à charge et à décharge avant d'en tirer les conclusions et de renvoyer ou non le suspect devant un tribunal. Alors lequel de ces deux systèmes garantit la meilleure équité pour le prévenu et la victime? La question fait toujours débat. Il y a quelques années, un ténor du barreau parisien avait estimé que la justice était une immense hypothèse. L'affaire que je vous invite à suivre maintenant pourrait parfaitement illustrer cet aphorisme. Le CBS Lounge est l'un des nombreux bars que compte le centre-ville de Phoenix, capitale de l'Arizona. À l'époque, Hank Arredondo est le propriétaire de l'établissement. Kim Encona est chargé de faire tourner la boîte. Dans ce métier, il faut avoir le sens du contact. Il faut être honnête. Et toutes ces qualités, Kim les avait. Le 29 décembre 1991, Kim ferme le bar à l'heure habituelle, soit peu après 1 h du matin. Comme à son habitude, Hank lui passe un coup de fil pour s'assurer que tout va bien. Kim a décroché. Je lui ai demandé si tout allait comme elle voulait, s'il n'y avait pas de problème. Elle a répondu « Non, Hank. Je sais que tu es fatigué, va te coucher. T'en fais pas pour moi. Je m'occupe de tout. » Lorsque Hank arrive le lendemain pour l'ouverture, il remarque que la porte est entrebâillée. C'était pas dans l'habitude de ma barmaid de laisser la porte ouverte. Ni dans la mienne d'ailleurs. Il y avait un truc qui clochait. Son premier réflexe est d'aller s'assurer que le coffre-fort n'a pas été forcé. La caisse est bien là. Il se rend à la cuisine, personne. Puis, il se dirige vers les sanitaires des hommes. Il suffit que je ferme les yeux pour revoir la scène comme si j'y étais. Je la revois, allongée dans la salle de bain, les yeux figés. Morte. Les images me reviennent encore aujourd'hui. Elles me poursuivront certainement jusqu'à la fin de mes jours. Mais cette fille était magnifique, même dans ce corps sans vie. Des éléments de preuve permettent de reconstituer le déroulement des faits. Le tueur s'empare d'un couteau dans la cuisine, traîne Kim de force jusqu'au sanitaire des hommes où il la poignarde sauvagement. Il se débarrasse du couteau dans une poubelle, en le dissimulant sous un sac. En partant, il laisse une trace de pas sur le sol de la cuisine qui vient d'être lavée. Le travail d'identification de la police scientifique aboutit à la conclusion qu'il s'agit de l'empreinte d'une basket de pointure 43. Sur le corps de Kim Encona, on retrouve des cheveux. Ils sont noirs et n'appartiennent pas à la victime. Kim a manifestement été mordu à travers son débardeur, comme en témoigne une trace de morsure retrouvée sur sa peau. Sur le comptoir sont posés 2 verres, apparemment servis après la fermeture. Les experts en criminalistique relèvent les empreintes de Kim sur l'un des verres. Sur l'autre, les empreintes ne sont pas suffisamment nettes pour être identifiées. L'hypothèse retenue est qu'elle connaissait sûrement son agresseur, qu'elle l'a autorisé à rentrer dans le bar après la fermeture en enfreignant le règlement de l'établissement et que c'est cette personne qui l'a assassiné. Le vol n'est manifestement pas le mobile du meurtre. Rien n'a été dérobé dans le sac à main de la victime. Sac à main à l'intérieur duquel la police trouve un carnet d'adresses dans lequel figurent les noms et adresses d'un client régulier, un facteur dénommé Ray Crone. On ne peut pas dire qu'il était très apprécié. Les gens le trouvaient arrogant. Il y avait quelque chose en lui qui dérangeait, qui déplaisait. Des employés du bar confient à la police que Kim éprouvait des sentiments pour Crone, un homme avec lequel elle avait souvent discuté au bar.
Kim Encona avait fait part à ses amis de ses sentiments pour Ray, leur disant qu'elle l'appréciait beaucoup et qu'elle pourrait avoir une aventure avec lui. Des informations qu'ils ont révélées aux enquêteurs. Ray Crone a 35 ans. C'est un vétéran de l'armée de l'air. Il n'a pas de casier judiciaire. Plusieurs employés du bar disent à la police que Kim avait rendez-vous avec Crone le soir du meurtre. D'après ce que ses amis ont déclaré à la police, la dernière personne que Kim Encona était censé voir ce soir-là était Ray Crone. Disons qu'il était supposé la rejoindre pour l'aider à fermer l'établissement. Qui a tué Kim Encona? De toute évidence, l'un de ses proches, ou un familier du bar, puisque le meurtrier a pris un dernier verre en sa compagnie après la fermeture de l'établissement. Alors la police dispose de 3 indices relevés sur la scène de crime. Une empreinte de chaussure de pointure 43, quelques cheveux et une marque de morsure relevée sur le corps de la jeune femme. C'est à la fois peu et beaucoup, car bien exploités par des experts scientifiques, ces indices peuvent fournir quantité d'informations. Mais n'oublions pas que l'assassinat a eu lieu en 1991 et que durant ces 20 dernières années, les technologies criminalistiques ont progressé à pas de géant. Pour l'heure, les soupçons se portent sur Ray Crone. Bien que connaissant la victime, ce dernier se défend d'avoir été son amant. C'était quelqu'un d'adorable, une chic fille, gentille, ouverte, sociable. J'aimais beaucoup sa personnalité. J'adorais sa joie de vivre, son enthousiasme, tout ça. Mais il ne s'est jamais rien passé entre nous. Crone nie avoir eu rendez-vous avec Kim au bar ce soir-là, comme le prétendent ses amis. D'ailleurs, il a un alibi. Il vit en colocation avec un collègue de travail qui affirme que Crone était chez lui le soir du meurtre. Mais au cours de l'interrogatoire, la police s'aperçoit que Crone a l'incisive supérieure gauche légèrement décalée, un peu comme sur la morsure retrouvée sur la poitrine de Kim. Après un examen succinct des traces de morsures relevées sur le corps de Kim Encona, les inspecteurs ont très vite fait le rapprochement entre ces marques et la dentition de Crone. Crone accepte sans réserve de fournir une empreinte de ses dents en mordant dans une plaque en mousse de polystyrène, un matériau couramment utilisé parce que mou et stable à la fois. Les odontologistes médico-légaux relèvent une série d'empreintes de morsures parmi les fréquentations masculines de Kim Encona et n'en trouvent qu'une sur laquelle l'incisive supérieure gauche est avancée, à l'instar de la marque retrouvée sur le corps de la victime, celle de Ray Crone. J'entends des crissements de pneus, des claquements de portières. Et là, je vois des flics, tous armés, les revolvers pointés sur moi qui me disent « pas un geste ». Ils m'ont plaqué par terre, menotté, ils m'ont embarqué et j'ai été inculpé de meurtre, d'enlèvement et d'agression sexuelle. Voilà comment j'ai été arrêté sur là. Crone ne cesse de clamer son innocence, mais il est incapable d'expliquer pourquoi ses empreintes dentaires coïncident avec les marques retrouvées sur le corps de la victime. C'était extrêmement frustrant, minant et humiliant comme situation. Je peux demander, mais pourquoi personne ne veut m'écouter? Pourquoi ne prennent-ils pas le temps de réfléchir 5 minutes, de poser le problème rationnellement? Ils finiraient bien par se rendre compte qu'ils font fausse route. Mais la morsure n'est pas le seul élément de preuve à incriminer Crone. Le meurtrier a également laissé des traces de salive sur les vêtements de Kim. Et si les analyses ADN ne donnent aucun résultat concluant, elles révèlent toutefois que l'auteur des faits est du groupe sanguin O, le même que celui de Ray Crone. Il est arrêté et accusé du meurtre. Lors de son procès, les procureurs croient tenir en cette empreinte dentaire la preuve la plus accablante de sa culpabilité. Ils ont engagé un expert en identification dentaire de Las Vegas, de réputation nationale, pour attester que la correspondance était incontestable. Cet expert, c'est le docteur Raymond Rawson, odontologiste médico-légal, également sénateur du Nevada. Lors du procès, le docteur Rawson utilise cette vidéo sur laquelle on voit en superposition des photographies de la morsure relevées sur le corps de Kim Encona et les empreintes dentaires de Ray Crone. Sur la base de ces éléments de preuve, Ray Crone est reconnu coupable de meurtre au premier degré et condamné à la peine capitale. L'odontologie médico-légale consiste à comparer les empreintes dentaires recueillies par moulage sur le suspect aux photographies des traces de morsure
relevée, elle, sur le corps de la victime. Alors avant de se prononcer sur la culpabilité d'un suspect et afin d'éviter les risques d'erreur, les experts doivent obtenir au moins 13 points de concordance. Une variable consiste à mesurer la distance qui sépare les canines. 4 variables portent sur la largeur des incisives et 8 autres sur leur angle de rotation. Après avoir procédé de cette manière grâce aux analyseurs d'images sophistiqués, le docteur Rawson est en mesure d'affirmer que Ray Krohn est bien celui qui a mordu Kim Ancona dans le bar et qu'il est donc potentiellement ce meurtrier. Krohn est reconnu coupable et condamné à la peine de mort. Je m'en fichais. Quitte à croupir en prison pour un crime que je n'avais pas commis, autant mourir. Qu'allait devenir ma vie? De toute façon, tout ce que j'avais construit pendant 35 ans, tout ça s'écroulait. La presse surnomme Krohn le tueur au chicot. Le juge a assimilé les marques de morsure à une forme de torture. Et pour ça, l'a condamné à la peine capitale. Cela fait déjà 3 ans que Ray Krohn séjourne dans le couloir de la mort pour le meurtre de Kim Ancona, ex-barmaid de 35 ans. Autant d'années qui lui ont donné le temps de se forger sa propre opinion sur les preuves qui ont servi à le confondre. En fait, quelqu'un aurait tout aussi bien pu prendre un objet tranchant, l'enfoncer dans la peau à 2-3 endroits différents et faire croire qu'il s'agissait d'une morsure. Après, il suffisait de convaincre à cette personne pour qu'un autre se mette à dire « Effectivement, les dents, la morsure, ça colle parfaitement. C'est n'importe quoi !» En Arizona, tous les cas de peine de mort font automatiquement l'objet d'un appel auprès de la Cour suprême de l'État. Et par chance pour Krohn, cette bande vidéo réalisée par le ministère public lui fournit un motif d'appel. Le tribunal décrète que la défense ne s'est pas vue accorder suffisamment de temps pour étudier la vidéo avant le procès. Pour son nouveau procès, la famille de Krohn demande à Chris Plourde de le représenter. Plourde est un spécialiste des affaires médico-légales complexes. J'ai entendu parler de ce Ray Krohn qui croupissait dans le quartier des condamnés à mort à cause d'une morsure. J'ignorais si sa condamnation avait été étayée par d'autres preuves. J'étais plutôt sceptique au départ. Les experts médico-légaux engagés par Plourde mettent en évidence que les cheveux retrouvés sur le corps de Kim appartiennent à un individu de type mongoloïde, c'est-à-dire d'origine asiatique ou amérindienne. Ils découvrent également que Ray Krohn chose du 44,5. Or, l'empreinte de chaussures retrouvée sur le sol de la cuisine du bar correspond à du 43. La défense fait appel au docteur Skip Sperber, ancien président de l'Académie américaine de médecine légale, spécialisée en odontologie, pour examiner la morsure, principal élément de preuve lors du premier procès. Les révélations du docteur Sperber provoquent la stupeur. Il déclare avoir eu vent de ces preuves auparavant. On les lui aurait envoyées avant même le procès. Un bon ami, John Piakis de Phoenix, Arizona, m'a appelé et m'a demandé de jeter un œil à cette affaire particulière, dirons-nous. Le monde uni contre Krohn. Dès la première lecture du dossier, j'ai trouvé qu'il y avait trop d'incohérences pour qu'il y ait concordance entre les dents de Ray Krohn, le suspect, et les blessures de la victime. Le docteur Sperber déclare alors à son confrère qui travaille pour les procureurs d'Arizona que ces éléments de preuve lui semblent très peu concluants. Disons que sur une échelle de 1 à 10, en partant du principe que 10 est une très bonne note, je leur aurais attribué environ 3 ou 4, plutôt 3 d'ailleurs. Le docteur Sperber reprend le moulage dentaire de Ray Krohn, puis en recourant à une méthode traditionnelle mais éprouvée, refait une empreinte en mousse de polystyrène dont il reporte les contours sur un transparent. Il place ensuite le transparent sur le haut de la photo de la marque de morsure retrouvée sur Kim Ancona. Dans les deux cas, l'incisive supérieure gauche est décalée, mais Ray Krohn n'a pas les dents de devant écartées. Or, dans le cas de la morsure relevée sur le corps de la victime, on voit nettement la présence d'un écart entre les dents. Pour le docteur Sperber, le résultat est sans appel. Si la morsure est franche, ça saute aux yeux. On voit immédiatement les similitudes. Dans l'affaire Krohn, il n'y avait pas de similitudes. C'était le principal élément de preuve à charge. Alors quand j'ai reçu le premier rapport d'expert disant que ce n'était pas moi, ça a été un soulagement énorme. J'ai repris espoir.
Lors du deuxième procès, le docteur Raymond Rawson, déjà expert en identification dentaire du premier procès, réitère son témoignage. La morsure est sans aucun doute l'acte de Ray Crone. Une équipe d'experts de la défense dément son témoignage. J'étais intimement convaincu de l'innocence de Ray Crone, et je n'étais pas le seul. Il y avait 3 autres dentistes médico-légaux, des types assermentés extrêmement qualifiés qui l'ont disculpé. Mais le jury se braque. Il se range dans le camp du ministère public et déclare Ray Crone coupable une nouvelle fois. Que leur faut-il de plus? Ça veut dire quoi sans aucun doute possible? Ça veut dire quoi présumer innocent? Tout ça, c'est de la foutaise. Dans le système judiciaire que j'ai connu, en tout cas, ça ne voulait rien dire. Nous savions qu'une autre personne était dans la salle de bain au moment du décès. Des empreintes digitales n'avaient pas été identifiées et il y avait une trace de chaussure différente de celle de l'accusé. Idem pour les cheveux. Le FBI et des experts médico-légaux avaient attesté que ces cheveux n'appartenaient ni à Crone ni à la victime. La logique suffisait à en déduire que M. Crone n'était pas l'auteur du crime. Mais le jury est parvenu à une conclusion opposée. Quand j'ai entendu l'énoncé du verdict au deuxième procès, je n'y ai pas cru. Une incroyable mascarade. Je n'avais jamais rien vu de tel. Ray Crone continuera à languir en prison pour un crime qu'il n'a pas commis aux yeux de certains des plus grands experts du pays. La justice marche-t-elle sur la tête? Les membres du jury ont-ils décidé d'être sourds et aveugles alors que les preuves médico-légales s'accumulent pour disculper Ray Crone? Car l'analyse des cheveux retrouvés sur la scène de crime prouve qu'ils appartiennent à un homme d'origine asiatique ou amérindien. Or, Crone est caucasien. L'empreinte de chaussure est de pointure 44,5 alors que Crone chausse du 43. Enfin, 4 dentistes experts en odontologie médico-légale affirment, preuve à l'appui, que la morsure ne peut pas lui être attribuée. Pour autant, et alors que l'erreur judiciaire semble flagrante, le jury s'arc-boute sur sa décision et prolonge la détention d'un innocent dans le couloir de la mort. Lorsque débute le deuxième procès de Crone, l'un des experts de la défense, le docteur Richard Souvron, vient de rencontrer un expert médico-légal du ministère public lors d'une conférence scientifique. Il m'a dit « Je ne peux plus faire marche arrière ». Il savait qu'il commettait une erreur, mais c'était trop tard. Et quand on y pense, ça fait froid dans le dos. Je ne pouvais pas être complice d'une telle bassesse, alors je lui ai dit « Sors de cet engrenage, tu n'as qu'à dire que tu as des révélations à faire, que tu as changé d'avis, ou que tu as entendu d'autres personnes et reconsidéré ta position. Tout le monde peut se tromper. Personne n'est infaillible. » Mais sa réaction a été de me dire « Je ne peux pas faire marche arrière. » La conversation était close. S'exprimant par le biais d'un porte-parole, le docteur Rawson nie avoir eu cette conversation avec le docteur Souvron. Il faudra attendre 2001 pour qu'une nouvelle loi redonne à Crone un peu d'espoir. L'Arizona a été un des premiers États américains à adopter un nouveau projet de loi introduisant la possibilité pour les individus reconnus coupables d'accéder à des preuves et à des analyses ADN après leur condamnation lorsqu'ils clament leur innocence. Les avocats de Crone demandent à l'État d'Arizona de soumettre chacun des vêtements de Kim Encona à des tests de recherche d'ADN. La salive retrouvée sur son chemisier a déjà été analysée et les résultats n'ont pas été concluants. Mais son jean porte de minuscules taches de sang que les procureurs pensent alors être celui de la victime. Le pantalon est envoyé au laboratoire de police scientifique de l'État afin d'y être soumis à un test ADN analysant 13 marqueurs génétiques différents. Les résultats obtenus sont plutôt inattendus. Le sang prélevé sur le jean n'appartient ni à Kim Encona, ni à Ray Crone. Alors à qui? Afin de le découvrir, des médecins légistes entrent ce nouvel élément de preuve ADN dans une base de données nationale où sont recensés les profils génétiques de plus d'1 million de détenus de tout le pays. Chaque profil est passé en revue. Des recoupements effectués. Et la base de données trouvera une correspondance avec cet homme. Un Amérindien de 35 ans, Kenneth Phillips, à l'époque incarcéré pour agression sexuelle sur mineurs.
À l'époque du meurtre de Kim Encona, Kenneth Phillips vit à 500 mètres du CBS Lounge. Il habitait juste derrière le bar et il était de nationalité amérindienne, ce qui correspondait bien à certains résultats ADN dont on disposait, et avec les cheveux retrouvés sur les lieux du crime. Lorsque la police l'interroge, Phillips fait des aveux surprenants. Il explique qu'au lendemain du crime, il s'est réveillé d'un coma éthylique, les mains ensanglantées. Et qu'il a appris la nouvelle à la télévision. Ces empreintes digitales font partie des empreintes non identifiées relevées dans la salle de bain où a eu lieu le crime. Sa pointure correspond à l'empreinte retrouvée sur le sol de la cuisine. Et ces empreintes dentaires mettent en évidence une incisive supérieure gauche décalée par rapport au reste de sa dentition. Pour Ray Crone, c'est la fin du cauchemar. Après avoir purgé une peine de 10 ans et 4 mois pour un crime qu'il n'a pas commis, il sort enfin de prison en homme libre. J'avais passé plus de 10 ans derrière les barreaux. Je n'oublierai jamais le jour de ma sortie. En fait, je l'ai même tatoué pour ne jamais l'oublier. Les odontologistes médico-légaux déplorent que lors du procès de Crone, le docteur Rawson ait affirmé aux jurés que la morsure constituait une preuve aussi infaillible que les empreintes digitales, alors que les correspondances parfaites sont rarissimes dans ce domaine. Au mieux, un dentiste médico-légal peut se prononcer avec une certitude raisonnable, ce qui signifie qu'il ne peut pas aller au-delà. Il doit toujours envisager la possibilité qu'un autre individu présentant une dentition similaire ait laissé les mêmes traces caractéristiques. Aujourd'hui, Ray Crone tente de reconstruire sa vie. D'après plusieurs experts, la leçon à tirer de cette affaire, c'est que les marques de morsure sont rarement des preuves irrévocables et devraient uniquement servir à innocenter et non à accuser un suspect. Et surtout, l'analyse de ces marques est plus subjective que mathématique. Et ça, les jurés devraient toujours en être informés. Dans l'affaire de M. Crone, on a ouvert la porte à une science approximative. On a écouté des soi-disant experts nous fournir des explications scientifiques de charlatans. J'ai été condamné sur l'interprétation d'une trace de morsure. Rien de scientifique. On ne s'est pas fié aux empreintes digitales qui ne m'appartenaient pas, ni aux empreintes de pas qui ne correspondaient pas à ma pointure, ni aux cheveux, ni à l'ADN, ni à rien de tout ça. On m'a condamné sur la base de l'interprétation d'une morsure. Ce type de pratique devrait être condamné, au même titre qu'un faux témoignage. Nous ne devons tolérer aucun témoignage mensonger, qu'il s'agisse ou non d'un témoignage scientifique. Et dans cette affaire, il est évident que les experts ont présenté des données déformées qui ont nui à la légitimité scientifique de leurs assertions. Bien qu'innocent, Ray Crone a passé 10 ans et 4 mois en prison, dont 7 ans dans le couloir de la mort. Sa vie a été brisée, et les souffrances qu'il a endurées sont incommensurables. Imaginons maintenant que la loi votée en l'an 2000 en Arizona et qui permet de réaliser des analyses ADN sur des éléments de preuve après la condamnation d'un prévenu n'ait pas été promulguée, et bien que se serait-il passé? Ray Crone aurait-il été condamné à mort par injection létale? Ou, dans le meilleur des cas, si on peut s'exprimer ainsi, aurait-il purgé une peine de prison à vie? Cette perspective glace le sang. Et la remarque du grand avocat parisien que j'évoquais en début d'émission nous revient en mémoire. La justice est une immense hypothèse. En avril 2005, Crone a perçu de la ville de Phoenix la somme de 3 millions de dollars à titre de dommages et intérêts. Mais l'expert qui s'était trompé et qui avait refusé de reconnaître son erreur n'a lui subi aucune sanction. Sachez encore, pour finir, qu'aux États-Unis, les erreurs judiciaires sont hélas monnaie courante. L'Université de Columbia a publié un rapport selon lequel 7 condamnations à mort sur 10
prononcées entre 1973 et 1995 ont été révisées par les juges à la suite de manquements graves à la loi. Cela concerne donc 68% des condamnations. Ce chiffre donne le vertige.